Le train. Plus rapide que les sorcières, il franchit toutes les frontières. Comme un éclair, il se déchaîne sur la montagne ou dans la plaine. Traversant les bois, les collines et les vallées et les ravines, il siffle d'un air insolent et fait la course avec le vent. En le voyant, chacun s'arrête et croit voir passer la tempête. Dans les wagons, les voyageurs prennent des airs de vainqueurs. Domptés, conquis, souples et dociles, sous leurs yeux le monde défile. Tel un monstre sur son passage, le train dévore le paysage. Le joueur de flûte de Hamelin. Il y a de cela fort longtemps, dans la petite ville de Hamelin, en Allemagne, un drame terrible se produisit. On vit tout d'abord surgir un rat, un gros rat noir aux yeux rouges, puis un autre, et un autre encore. En quelque temps, ils furent là par milliers, par millions peut-être, formant un immense fleuve grouillant et couinant qui s'est répandu dans les rues, sur les places et jusque dans les habitations. C'étaient des rats qui n'avaient peur de rien. Ils se battaient avec les chiens, mordaient fort cruellement les chats et se moquaient bien des pauvres gens d'Hamelin. Inutile de les chasser à coups de pelle ou de balai. À peine éjectés des maisons, ils y revenaient encore plus nombreux. Il fallait absolument faire quelque chose. Tous les habitants de Hamelin se réunirent devant l'hôtel de ville. « Il faut chasser ces rats! Nous ne pouvons plus vivre comme cela !» criait-il. Le bourgmestre sortit sur la place pour essayer de les calmer. « Mes amis, ne vous affolez pas, ces rats finiront bien par s'en aller. » « Et qu'allez-vous faire pour cela ?» demandèrent les habitants. « Eh bien, je vais y réfléchir, » balbutia le bourgmestre. Mais la foule grondait. Le bourgmestre sortit alors une bourse de sa poche et la brandit en hurlant. « Cette bourse est pleine d'or. Elle appartiendra à celui qui pourra nous débarrasser des rats. » Le silence se fit. Une bourse pleine d'or représentait une fortune. Tout le monde la regardait avec envie. Soudain, une voix paisible s'éleva. « Moi, je vous en débarrasserai. » Tous se tournèrent vers celui qui avait parlé. C'était un jeune étranger, grand et mince, habillé de vêtements aux couleurs éclatantes. Une plume rouge vif décorait même son chapeau. Il avait les yeux jaunes et une longue moustache, semblable à une queue de rat, pendait de part et d'autre de sa bouche. « Vous pourriez vraiment nous délivrer de tous ces rats ?» interrogea quelqu'un dans la foule. « Oui, si je leur commande de partir, ils ne reviendront pas, » osa affirmer le jeune étranger. « Eh bien, allez-y, qu'attendez-vous » grogna le bourgmestre. « C'est que vous devrez me payer, » répondit calmement l'étranger. « Je veux 1 pièce d'or pour chaque rat. » Un murmure parcourut la foule. « 1 pièce d'or pour chaque rat ?» Le bourgmestre mit un certain temps à comprendre, puis rugit à son tour. « 1 pièce d'or pour chaque rat? Nous croyez-vous donc suffisamment riches? Et savez-vous combien il y a de rats ?» « Environ un bon million, » lui déclara tranquillement l'étranger. « Accordez-moi un délai de réflexion, » proposa le bourgmestre. « Il me faut en référer à mon conseil. C'est là une somme énorme. » « Il y a énormément de rats, » répliqua l'étranger avec un petit sourire. « Voulez-vous au moins me dire votre nom ?» reprit le bourgmestre. « On m'appelle tout simplement le joueur de flûte, » fit l'étranger. « Bon, je vous laisse la journée pour vous décider. J'attendrai jusqu'à ce soir. » Il s'assit sur le rebord de la fontaine, au beau milieu de la place, ouvrit son sac et en sortit une flûte. Puis, il se mit à astiquer son instrument. Sans attendre, le bourgmestre se précipita à l'hôtel de ville. « Il y a là un homme qui se prétend capable de nous débarrasser des rats, » déclara-t-il. « Du reste, lui-même ressemble un peu à un rat. Il a un drôle de regard. »« Et que demande-t-il en échange ?» s'enquit un des conseillers. « Il exige 1 pièce d'or par rat. »« 1 pièce d'or ? Il va falloir augmenter les impôts et les gens ne seront pas contents. »
Ils détestent peut-être les rats, mais aiment encore moins qu'on vienne leur réclamer de l'argent. Qui a parlé de payer? Rétorqua le bourgmestre. Nous pouvons très bien faire semblant d'accepter. Puis, quand il aura fait partir les rats, nous le renverrons sans lui donner un sou. Tous applaudirent avec enthousiasme, et le bourgmestre retourna sur la place. Le joueur de flûte était toujours assis sur le rebord de la fontaine. Nous paierons volontiers le prix que vous demandez si vous parvenez à nous débarrasser définitivement de ces maudits rats, promit le bourgmestre. Quand commencerez-vous? Cette nuit même, décida le joueur de flûte, recommandait aux gens de rester chez eux. Le bourgmestre eut un large sourire et rentra chez lui en bombant le torse. Mais il trouva ses 5 enfants pleurant à chaudes larmes. « Papa, papa, les rats ont dévoré notre repas et ils ont mordu le bébé. Que va-t-on faire ?»« Ne vous inquiétez pas, mes enfants, » les réconforta le bourgmestre. « Demain, il n'y aura plus un seul rat dans toute la ville et nous pourrons tous dormir sur nos 2 oreilles. Les gens de Hamelin ont bien fait de me choisir comme bourgmestre. C'est moi qui vous le dis. » À la tombée de la nuit, les habitants de la ville s'enfermèrent tous dans leur maison. Lorsque tout fut désert, une silhouette s'avança sur la place. Après avoir attendu que la lune se lève, l'étranger, portant sa flûte à ses lèvres, se mit à jouer un air triste et lancinant que chacun écouta avec étonnement et même avec un grandissant malaise. Comment donc une si petite flûte pouvait-elle produire des sons aussi forts? La musique se répandait dans toutes les rues et les ruelles et pénétrait dans les moindres recoins de la ville endormie. Quelque chose, soudain, bougea dans l'obscurité. C'était un gros rat noir, attiré par la mélodie. Puis, derrière lui, on vit des rats courir de partout. Ils dévalaient les escaliers, sortaient des cours, sautaient par les fenêtres et se rassemblaient tous autour du joueur de flûte. Ce dernier se mit en marche, d'abord lentement, puis plus rapidement. Il sortit de la cité et tous les rongeurs le suivirent, irrésistiblement conduits par sa musique. Le joueur de flûte marcha ainsi jusqu'à la Weser, le fleuve qui coulait tout près de la ville. Là, il s'arrêta et cessa de jouer. Et tous les rats s'arrêtèrent aussi. « Sautez !» leur cria l'étranger. Et les rats sautèrent dans le fleuve sans hésiter un seul instant. Ils se précipitèrent dans l'eau glacée où ils disparurent les uns après les autres. Seul un dernier rat tardait à plonger. Il avait mangé tellement de fromage qu'il était devenu énorme. Le joueur de flûte lui donna alors un coup de pied qui l'envoya à son tour dans le fleuve où il coula comme une pierre. Quand l'étranger rentra dans la ville, il faisait nuit noire. Et pour la première fois depuis tant de semaines, les habitants de Hamelin dormaient sans crainte. Le joueur de flûte frappa à la porte du bourgmestre. Quelque part, un chien aboya, mais personne ne répondit. L'étranger frappa à nouveau. Au bout d'un moment, le bourgmestre ouvrit. Il était en chemise et coiffé d'un bonnet de nuit. « Il n'y a plus un seul rat dans la ville, » annonça le joueur de flûte, « et vous me devez 1 million de pièces d'or. » Vous voudriez me faire croire que vous avez fait disparaître 1 million de rats? Pouvez-vous le prouver? Où sont-ils? Se récria le bourgmestre. Ils se sont noyés dans la Weser. J'ai tenu ma promesse et il faut me payer à présent. Quoi? Protesta le bourgmestre. Vous voulez que je paie pour des rats fantômes? Nous étions convenus que je vous donnerais 1 pièce d'or par rat. Il fallait me les apporter. Laissez-moi. Le bourgmestre voulait alors claquer la porte, mais l'étranger le regarda très bizarrement de ses yeux jaunes. Je vais vous donner 100 pièces d'or, concéda alors le bourgmestre, mal à l'aise. Ainsi, nous nous quitterons bons amis. D'accord? Gardez vos pièces d'or, lança le joueur de flûte.
Je trouverai un autre moyen de me faire payer mes services. » Et il tourna les talons. Le bourgmestre poussa un soupir de soulagement et retourna se coucher. Au matin, il envoya son fils aîné à l'hôtel de ville. « Dis-leur d'organiser un banquet pour fêter le départ des rats, » ordonna-t-il. « Qu'il y ait à boire et à manger pour tous les citoyens de Hamelin. » Le banquet eut lieu le soir même. Les hommes et les femmes de la ville étaient venus en foule, laissant leurs enfants seuls à la maison, et tous mangèrent et burent en l'honneur de leur bourgmestre. Pendant ce temps, un homme était assis sur le rebord de la fontaine, au milieu de la place. C'était le seul adulte qui ne fut pas au banquet, en train de festoyer. L'étranger porta sa flûte à ses lèvres et commença à interpréter un air joyeux et entraînant. La musique s'est répandue par les rues et les ruelles et pénétra dans chaque recoin de la ville, excepté dans la salle du banquet, car les invités faisaient beaucoup trop de bruit. Mais tous les enfants, eux, l'entendirent. En quelques instants, ils se réunirent sur la place. Ils se rassemblèrent autour du joueur de flûte en riant et en dansant. Alors l'étranger se leva et se dirigea vers les portes de la ville. Et tous les enfants le suivirent, attirés irrésistiblement par sa musique. Ceux qui avaient laissé un bébé à la maison allèrent même le chercher pour le faire participer au cortège. Les enfants, subjugués et confiants, marchaient derrière le joueur de flûte en chantant gaiement. Ils franchirent ainsi le pont de la Weser et commencèrent à grimper sur le flanc de la montagne. Ils avançaient avec ardeur, sans éprouver de crainte ni sentir la moindre fatigue, pas même les plus petits. Pendant ce temps, les adultes, fort satisfaits, quittaient l'hôtel de ville, la fête terminée. Quand ils arrivèrent chez eux, ils s'aperçurent que leurs enfants avaient disparu. « Le bourgmestre doit bien savoir où ils sont, » se dirent-ils pour se rassurer. « Allons le voir. » Hélas, ils le découvrirent effondré devant sa demeure, méditant tristement sur le seuil de son logis déserté. « Ah, si j'avais tenu parole, si seulement j'avais tenu parole !» gémissait-il. Et il froissait entre ses doigts le petit mot qu'il avait trouvé sous sa porte. Reçu en paiement de la disparition d'1 million de rats, les 253 enfants de Hamelin. Et c'était signé le joueur de flûte. Jamais personne ne revit les disparus. Mais parfois, quand la nuit est belle, on entend résonner au loin des cris et des rires, accompagnant un étrange air de flûte. Ce sont les enfants de Hamelin qui dansent, à tout jamais séparés de leurs parents. Le jardin. Un jour que les animaux de la forêt se promenaient, le lion leur dit « Une princesse va venir nous rendre visite. Comment l'accueillir dignement ?»« Nous pourrions faire une révérence ?» répondit l'hippopotame. « Mais certains d'entre nous seraient ridicules. »« Nous pourrions l'acclamer, » proposa alors l'éléphant. « Mais certains d'entre nous pousseraient de drôles de cris. »« Nous pourrions danser pour elle, » dit la girafe. Mais en regardant l'hippopotame, elle secoua la tête en soupirant. Et tous les autres animaux poussèrent à leur tour un profond soupir. Un petit moineau brun suggéra alors timidement « Et pourquoi ne ferions-nous pas un jardin pour elle ?»« Bonne idée !» approuva le lion. « Allons, tous à l'ouvrage !» Les animaux trouvèrent un petit lopin de terre, malheureusement plein de trous. « Il faut d'abord aplanir le sol, » déclara le lion. « Je m'en charge, » fit l'hippopotame. « Je suis extrêmement lourd et j'ai de gros pieds. » Et il se mit à sauter sur le sol jusqu'à ce que celui-ci soit tout à fait plat. « Bravo !» s'écria le lion. « Maintenant, il faut y creuser de petits trous pour les graines. »« Ça, c'est pour moi !» décida le porc-épic. « Les piquants sur mon dos sont très pointus. » Et s'étant roulé en boule,
il fit une série de cumulets, laissant derrière lui des tas de petits trous bien nets. « Parfait !» rugit le lion. « Maintenant, il nous faut semer de belles fleurs. »« À mon tour !» s'écria la sauterelle tout excitée. Cela ira vite. Et elle bondit dans tous les sens, tout en faisant tomber une petite graine dans chaque trou. « Splendide !» approuva le lion. « Il ne reste plus qu'à bien arroser. »« Je m'en occupe !» affirma l'éléphant. « J'utiliserai ma trompe. » Il remplit celle-ci d'eau à la rivière, puis arrosa la terre du jardin. « Magnifique !» applaudit le lion. « À présent, il faut surveiller le jardin pour que le singe ne vienne pas piétiner nos plantations. »« C'est là un boulot pour moi !» intervint la girafe. « Je puis voir au-dessus des arbres grâce à mon grand cou. » Cependant, le petit moineau brun était tout triste. Il aurait souhaité participer lui aussi à l'aménagement du jardin. Mais apparemment, il ne restait plus rien à faire. Après un certain temps, de fines pousses vertes apparurent à la surface du sol. Un jour, le lion tonna. « Je vois des mauvaises herbes. Qui va aller les arracher ?» Aucun des animaux ne répondit. Mais ils baissèrent tous la tête d'un air ennuyé. L'hippopotame grogna. « Mes pieds sont beaucoup trop gros, j'écraserai toutes les pousses. »« Mes piquants sont si pointus, renchérit le hérisson, que je déchirerai les petites feuilles. »« Les mauvaises herbes sont bien trop grandes pour moi, s'excusa la sauterelle. »« Avec ma trompe, je risquerais de courber les tiges, expliqua l'éléphant. »« Mon cou est trop long, poursuivit la girafe. Je ne puis me baisser si bas. » Et gênés, tous les animaux détournèrent leur regard du jardin, sauf le petit moineau brun. Celui-ci se précipita vers les mauvaises herbes et avec son bec pointu, il les arracha une à une. Les racines étaient solides et le fin bec du petit moineau devint très vite fort douloureux. Mais il ne se découragea pas. Chaque jour, il reprit son dur labeur, ôtant toutes les herbes indésirables entre les corolles multicolores. Un jour, la girafe qui guettait par-dessus les arbres lança « Voilà la princesse !» Tous les animaux se précipitèrent alors vers le jardin. Ils furent très étonnés de le découvrir aussi merveilleux. Ils s'aperçurent alors avec stupéfaction que toutes les mauvaises herbes avaient disparu. « Elles sont probablement mortes toutes seules, » avança le lion. Mais le petit moineau brun, dissimulé dans le feuillage, ne dit rien. La princesse admira le jardin. « Vous avez dû travailler comme des fous, dit-elle avec chaleur. »« Certainement, » se vantèrent fièrement tous les animaux en redressant la tête d'un air important. « Qui va me cueillir un joli bouquet ?» s'enquit alors la princesse. « Moi, » trancha le lion, « car je suis le roi des animaux. »« Oui, mais c'est moi qui ai tassé la terre, » lui reprocha l'hippopotame. « Et moi, j'ai fait les trous, » rappela le porc-épic. « Quant à moi, je me suis occupé des semis, » ajouta la sauterelle. « Et c'est moi qui ai arrosé le jardin, » s'exclama l'éléphant. « Mais moi, je l'ai surveillé, » rétorqua la girafe. La princesse sourit. « Et qui en a ôté les mauvaises herbes ?» s'informa-t-elle. Personne ne répondit. Finalement, le lion bredouilla. Personne. Peut-être est-ce toi, petit oiseau, demanda alors la princesse au moineau brun perché sur un arbre. L'oiseau fit un signe de tête affirmatif. Alors, c'est toi qui cueilleras les fleurs pour moi, car tu as travaillé bien plus dur que tous les autres. Le moineau s'envola vers le jardin et y cueillit les plus belles fleurs. Alors, la princesse, reconnaissante, posa un baiser sur la petite tête brune de l'oiseau, qui se mit à chanter jusqu'à ce que le soleil se fût couché sur le merveilleux jardin des animaux de la forêt. À la forge. Julien et Aurélie
habitaient une ferme avec leurs parents et leur grand-père. Charles, le forgeron, était leur voisin. C'était aussi un ami de la famille. « Si nous allions chez Charles, Julien », proposait souvent Aurélie quand les deux enfants rentraient de l'école. Julien et Aurélie aimaient les bruits de la forge, le crépitement des flammes chaque fois que Charles utilisait son soufflet afin de ranimer le feu. Les coups de marteau sur le métal porté au rouge, auquel le forgeron donnait petit à petit une forme de fer à cheval. Et le sifflement que produisait l'objet terminé lorsque Charles le plongeait dans un seau d'eau pour qu'il refroidisse. Julien était d'ailleurs bien décidé à devenir lui-même forgeron plus tard. Il fut dès lors très fier quand, un matin, Charles lui demanda « Veux-tu essayer de forger un fer à cheval ?» Le petit garçon tenta de soulever le marteau. Hélas, celui-ci était bien trop lourd pour lui. « souffla-t-il. « Je ne suis pas encore assez fort pour devenir forgeron. » Charles sourit. « Tu grandiras bien assez vite, gamin, dit-il, en frappant le morceau de fer rougi. Un jour, grand-papa dit à Aurélie et Julien « Victor, notre cheval de trait, a perdu un de ses fers. Vos parents et moi-même sommes trop occupés aujourd'hui pour aller à la forge. J'aimerais que vous y conduisiez la bête à notre place. » Les deux enfants étaient très fiers que leur grand-père leur ait confié une mission aussi délicate. En effet, ils n'étaient encore jamais sortis tout seuls de la ferme avec le cheval. Lorsqu'ils approchèrent de la forge, ils virent tout de suite le forgeron. Celui-ci saluait un fermier qui lui avait également apporté son cheval. « Grand-papa demande si tu veux bien remplacer le fer de Victor, Charles, » expliqua Julien. « Entrez, » répondit Charles. « J'ai ferré Victor si souvent que je n'ai plus besoin de prendre ses mesures. Il n'a certainement pas grandi. » Julien et Aurélie regardèrent avec grand intérêt travailler leur ami. Quand le fer fut terminé, le forgeron souleva la patte avant du cheval pour l'y clouer. « N'a-t-il pas mal ?» demanda Aurélie. « Certes non, » la rassura Charles. « À condition de faire attention, il ne sent rien. Pas plus que toi lorsque ta maman te coupe les ongles. Et voilà, tu peux de nouveau marcher normalement, vieux Victor, » ajouta-t-il à l'adresse du cheval. Ce dernier hennit alors joyeusement. Et Julien fut désormais certain de vouloir, à son tour, devenir un jour forgeron. Le prince Paxar et les Orques. Le prince Paxar et son peuple, les Pax, habitaient un très beau pays appelé Paxland. L'hiver, les montagnes se couvraient d'un épais manteau blanc et les rivières scintillaient sous le gel. Cet hiver-là était particulièrement rude, car des tonnes de neige étaient tombées. Mais les Pax avaient rentré le grain et cueilli les fruits à temps. Et ils avaient ramassé suffisamment de bois pour pouvoir se chauffer. Un matin, le prince Paxar monta sur une des tours de son château avec son ami Graculus, un grand oiseau vert. « Graculus, dit le prince, ces pigeons là-bas sur le toit doivent avoir faim. Il nous faut les aider. Va prévenir tous les oiseaux de mon royaume qu'ils peuvent venir se nourrir chez moi. » Graculus s'envola sans attendre, et ce jour-là, tous les oiseaux de Paxland se rendirent au château du prince Paxar. Le souverain et ses soldats s'activèrent toute la journée à les nourrir. Une fois rassasiés, les oiseaux pouvaient aller se réchauffer autour d'un bon feu allumé à leur intention. Le soir, enfin, le dernier des invités, repu et réconforté, quitta le château. Le prince Paxar était épuisé et de grosses gouttes de sueur lui perlaient au front. Soudain, un visiteur inattendu vint se poser dans la cour du château. C'était un oiseau gigantesque. Sa tête dépassait les plus hautes tours. Il avait des plumes rouges, bleues, blanches et vertes, et les pattes et le bec jaunes. Tous les habitants du château accoururent pour le voir.
Je suis désolée d'être en retard, s'excusa l'oiseau en penchant le cou vers ses hôtes. Ce n'est rien, dit le prince. Tu es fort grand, mais j'ai promis de nourrir tous les oiseaux du royaume. Tu mangeras donc à ta faim, comme les autres. Et Paxar fit quérir des provisions. L'oiseau dévora 18 sacs de blé, 7 sacs de graines et tout un chariot de pois secs. Il vida ensuite toute la fontaine du château. Quand il eut enfin terminé, il dit « Merci beaucoup, c'était délicieux. Peut-être pourrais-je vous rendre cela un jour, mais maintenant je dois partir. » Quelle drôle de créature, s'exclama le prince Paxar en le regardant s'éloigner. C'était un petit torpe, expliqua Craculus. Un petit torpe, s'étonna le prince. Je veux espérer dans ce cas que nous n'aurons jamais la visite d'un grand torpe. Les Pax parlèrent longtemps du fameux petit torpe, puis ils finirent par l'oublier. Un jour, la récolte fut ruinée par une maladie. Les Pax étaient condamnés à mourir de faim. Le prince Paxar remplit alors quelques coffres de pièces d'or et de bijoux. Il avait décidé de se rendre en Sunland, le pays où le soleil brillait toujours, pour essayer d'y échanger ses trésors contre du grain, des pommes de terre et des fruits. Malheureusement, les Sun étaient de véritables filous, et le bon prince Paxar n'obtint qu'une très petite cargaison de céréales. Il entreprit ensuite le long voyage de retour. Il faisait glacial sur la mer, et il n'y avait presque pas de vent. Pourtant, un soir, le navire se mit à tanguer dangereusement. « Accrochez-vous » hurla le prince. « La tempête se lève !» Mais les Pax étaient courageux. Ils se blottirent sous leur couverture et se rendormirent. Le lendemain, ils entendirent hurler « Debout !» Tous se levèrent comme un seul homme. Ils découvrirent alors que leur navire ne voguait plus. Ils se trouvaient perchés au sommet d'une montagne et étaient entourés d'une foule de petits orques. « Bienvenue, prince Paxar, dit l'un d'eux. Nous avons sorti votre navire de l'eau, car nous savions qu'il allait geler cette nuit. Vous m'avez aidé il y a quelques années. À notre tour, nous allons vous donner tout ce dont vous avez besoin. Puis, nous vous ramènerons chez vous. » Les petits orques offrirent aux Pax de très grosses noix velues. Ils leur expliquèrent qu'on appelait ces fruits des noix de coco. 2 orques saisirent alors le navire dans leurs fortes pattes et le reconduisirent en Paxland. Derrière eux, les autres orques transportaient des grappes de noix de coco. Arrivés au-dessus du château, les orques lâchèrent les fruits et ils posèrent très délicatement le navire du prince Paxar. « Merci, mes amis !» s'écria ce dernier. « Sans vous, nous serions tous morts cet hiver. » La soupe aux cailloux. Un pauvre vagabond errait dans les bois et mourait de faim. Un jour, il se retrouva devant une chaumière bâtie dans une clairière. « Je vais aller demander un petit morceau à manger, » se dit-il. Hélas, le vagabond ignorait qu'il était tombé sur la maison de la femme la plus avare de tout le pays. Tout le monde la surnommait d'ailleurs pour cette raison Madame Pingre. Ses armoires regorgeaient de bonnes choses, mais elle n'invitait jamais personne à dîner. Elle ne mangeait du reste pas elle-même le précieux contenu de ses placards, pas plus que les succulents produits de son jardin. « Il faut être économe !» affirmait-elle sans cesse. « Quelqu'un pourrait arriver à l'improviste !» Mais Madame Pingre était tellement avare que personne n'avait envie de lui rendre visite. Le vagabond frappa à la porte et celle-ci s'ouvrit d'un cran. « Que vous faut-il » s'enquit Madame Pingre. « Vous souhaitez sûrement obtenir quelque chose sans rien vouloir me donner en échange. » Par-dessus l'épaule de la vieille femme, le vagabond parvint à jeter un coup d'œil dans la cuisine. Il y aperçut une grappe d'oignons suspendue à un mur. Et, bien rangée sur des étagères,
il vit tant de boîtes, de bouteilles et de pots que l'eau lui vint à la bouche. « Allez-vous-en! Vociféra Madame Pingre. Vous n'aurez rien de moi! Je ne me sépare jamais de mes biens! » L'homme constata que la vieille avare était fort maigre. Elle aussi aurait bien besoin de solides repas, songea-t-il. C'est le moment de lui faire le coup de la soupe aux cailloux. Je voulais seulement un peu d'eau, madame, insista poliment le vagabond. En effet, j'aimerais préparer un poêlon de soupe aux cailloux. La porte s'ouvrit un peu plus. « Quoi? De la soupe aux cailloux, avez-vous dit ?» interrogea Madame Pingre. C'est bien cela, répondit le vagabond. Je possède un caillou magique et, grâce à lui, je puis me confectionner sans rien dépenser une soupe délicieuse. « Attendez-moi ici. » grommela Madame Pingre, qui revint un peu plus tard avec un seau d'eau. Merci beaucoup, fit alors le vagabond. Peut-être en aimeriez-vous aussi une tasse? Sans vouloir me vanter, il paraît que je prépare la meilleure soupe du monde. Moi, je n'en ai jamais entendu parler, grogna Madame Pingre en refermant la porte. Mais elle épia le vagabond derrière les rideaux. Celui-ci se mit à faire du feu juste devant la grille du jardin. Il sortit de son baluchon un vieux poêlon tout cabossé et y versa de l'eau. Ensuite, après y avoir jeté un gros caillou, il attendit qu'elle se mette à bouillir. Madame Pingre n'y tint plus. « Vous allez vraiment manger cette mixture ?» vint-elle s'informer. Évidemment, ce serait meilleur avec un oignon, mais je n'en ai pas, concéda le vagabond. Peu après, Madame Pingre lui tendit à contre-cœur un petit oignon. Grand merci, madame, se réjouit le vagabond qui goûta une cuillerée du breuvage. C'est nettement mieux. Madame Pingre lui lança un regard incrédule. Je sais ce que vous pensez, reprit l'homme. La soupe aux cailloux n'est vraiment bonne qu'avec des haricots, mais comme je n'en ai pas... Il m'en reste peut-être une boîte, hasarda Madame Pingre, et elle courut à la cuisine chercher une boîte sur une étagère. Il faut absolument que vous buviez une tasse avec moi, déclara le vagabond, jovial, en mêlant les haricots à la soupe. Madame Pingre contempla le contenu du poêlon et pinça le nez. Évidemment, vous pensez comme toutes les véritables cuisinières qu'il y manque des champignons, s'exclama le vagabond. Mais vous verrez, vous la trouverez acceptable avec seulement des haricots et un oignon. J'ai des champignons, dit l'avare. Et quelques secondes plus tard, elle en ramena une poignée que l'astucieux vagabond jeta dans le liquide bouillant. Naturellement, cette soupe a une couleur bizarre, reconnut-il. Il y manque un peu de bœuf. Il arrive, cria Madame Pingre avec entrain, car elle commençait à avoir vraiment envie de cette soupe. Et elle coupa une tranche de viande qu'elle vint ajouter elle-même dans le poêlon. Le vagabond goûta encore. Il suffirait de quelques pommes de terre et quelques petits navets pour que même le roi admette qu'il s'agit là de la meilleure soupe du monde, dit-il. Les voilà, s'empressa Madame Pingre, qui se chargea de déterrer les légumes. Le vagabond les nettoya, puis les découpa en menus morceaux et mit ceux-ci dans le poêlon. « Ne faudrait-il pas du sel ?» demanda alors Madame Pingre. « Ah, ce serait parfait !» acquiesça le vagabond. La soupe cuisait maintenant à gros bouillon en dégageant un agréable fumée. Le vagabond retira le poêlon du feu et l'apporta à l'intérieur de la maison où Madame Pingre avait dressé la table. Un bon petit morceau de fromage rehausserait le goût de ce mets, suggéra le vagabond. Et que penseriez-vous d'un verre de vin? Ajouta Madame Pingre. Auriez-vous aussi du pain frais? Poursuivit le vagabond. Pour terminer, je propose un petit quartier de tarte aux pommes, conclut la vieille avare tout excitée. Lorsqu'ils eurent tout avalé, celle-ci affirma: Je n'ai jamais rien dégusté d'aussi bon. Votre caillou magique est vraiment formidable. Je vous l'offre avec plaisir, assura le vagabond. C'est vrai? S'écria Madame Pingre. Personne ne m'a jamais fait un aussi beau cadeau. Maintenant, je pourrais inviter des gens à dîner. Cela ne coûtera pas un radis. Le vagabond remit sa veste et s'apprêta à partir rassasié.
N'oubliez surtout pas de relever le goût de votre soupe avec un oignon, des haricots et des champignons, insista-t-il sur le seuil de la porte. Et, bien sûr, d'y ajouter du bœuf, des pommes de terre et des navets, sans oublier le sel. C'est essentiel, conclut le vagabond. C'est à ce prix-là seulement que vous obtiendrez une bonne soupe aux cailloux. David et Goliath. Il y a bien longtemps, dans le lointain royaume d'Israël, vivait un homme nommé Jessé. Celui-ci avait 8 fils, et David était le plus jeune d'entre eux. Les 3 aînés combattaient dans les armées du roi Saül, tandis que David gardait les troupeaux de son père. Parfois, la nuit, des lions ou des ours affamés venaient attaquer les moutons. Mais jamais David ne fuyait. Si un des agneaux était enlevé, il se précipitait à sa recherche, faisait tournoyer sa fronde au-dessus de sa tête et envoyait une pluie de pierres sur le féroce agresseur. Il avait déjà tué des ours 3 fois gros comme lui. Un jour, Jessé envoya David porter des provisions à ses frères dans le camp du roi. Quand le jeune garçon y parvint, il trouva les armées philistines et israélites face à face, prêtes à s'affronter. Mais les Philistins n'avaient nulle envie de se battre. Ils avaient choisi un de leurs guerriers, Goliath, pour les représenter et leur éviter le combat. Goliath était un véritable géant. Il mesurait le double des autres. Il portait une armure si lourde que nul n'aurait pu la soulever. Son épée était 2 fois plus longue qu'une épée normale et sa lance était gigantesque. Il s'avança fièrement à la tête de son armée, bravant ses ennemis du regard. Et il leur cria « Envoyez-moi l'un des vôtres, et je lutterai seul avec lui. Si je l'emporte, vous serez nos esclaves. Mais si votre guerrier est le vainqueur, c'est nous qui nous soumettrons. » Puis Goliath attendit. Mais aucun des soldats israélites ne se présenta. « Bande de pleutres !» gronda le géant. « N'y aura-t-il aucun d'entre vous pour oser m'affronter? Vous méritez bien d'être esclaves !» À ces mots, Saül, le roi des Israélites, sentit la colère l'envahir. « C'est vrai, vous êtes des lâches !» tonna-t-il. « S'il se trouve un volontaire parmi vous, je lui donnerai plus d'or qu'il n'a jamais imaginé d'en posséder. J'en ferai le commandant en chef de mes armées et je lui offrirai même la main de ma fille. » Le jeune David assistait à la scène en bouillant de rage. Enfin, n'y tenant plus, il déclara à ses frères « Moi, je n'ai pas peur de lui et je le combattrai. » « Écoutez-moi cela, » se moquèrent ses frères. « Allons, petit, retourne plutôt à tes moutons. » Mais David, sans se laisser décourager, alla trouver le roi. Hélas, quand Saül vit le garçon, tous ses espoirs s'écroulèrent. « Comment pourrais-tu te mesurer à un farouche soldat comme Goliath? Il te réduirait en miettes, gémit-il. « Je ne crois pas, répondit calmement David. Avec ma fronde, j'ai abattu des ours bien plus redoutables que lui. C'est bon, mon enfant, prends mon épée, ordonna Saül. Non, mon roi, je me battrai avec ma fronde, assura David. Et il s'en fut affronter Goliath. Entre les camps ennemis coulait une petite rivière. David y ramassa 5 belles pierres polies, tandis que planté devant l'armée des Philistins, Goliath tapait du pied avec impatience, faisant trembler le sol. « Pour la dernière fois, rugit-il, n'y aura-t-il pas un seul Israélite qui ait assez de courage pour se battre avec moi ?»« Si, lança soudain David, moi je me battrai avec toi. »« Toi? Mais tu n'es qu'un gamin !» se moqua Goliath en faisant tournoyer son épée au-dessus du jeune garçon. David ne bougea pas mais répéta « Je vais te tuer, Goliath, et ensuite te trancher la tête. » Le géant alors se rua sur l'insolent. Mais plus vif que l'éclair, David plaça une pierre dans sa fronde et fit tournoyer celle-ci 1 fois, 2 fois, 3 fois. La pierre s'envola et frappa Goliath au front, juste entre les 2 yeux. Le géant assommé chancela, laissant soudain tomber son épée. Il essaya de faire un pas, mais il s'effondra sur le sol.
Un grand silence s'abattit sur les deux armées. Puis, les Philistins comprirent que leur champion était bel et bien mort. En un instant, ce fut la débandade. Alors, se saisissant de l'épée du géant vaincu, David lui coupa la tête. Aussitôt, toute l'armée israélite se mit à crier d'enthousiasme, et les frères du jeune David portèrent celui-ci en triomphe jusqu'à la tente du roi Saül. « Tu viens de sauver notre peuple de l'esclavage, affirma le roi. Tu es bien le commandant qu'il faut à mes armées. Tu viendras aujourd'hui même t'installer à la cour. » David, le très humble pasteur, vécut ainsi auprès du roi Saül et devint l'époux de la princesse, sa fille. Et quand le roi mourut, ce fut lui qui lui succéda.